Monsieur Vigier. Pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste, la parole est à son président, Roger Gérard Schwarzenberg. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, vous êtes nommés à Matignon dans des circonstances particulières et difficiles. Nous avons naturellement un jugement favorable à votre égard, connaissant votre énergie, votre volonté, votre détermination à agir, à faire face, y compris aux événements les plus graves. Vous possédez une large expérience de l'État par les fonctions ministérielles que vous avez exercées avec succès depuis 2012 dans des secteurs déterminants, d'abord les affaires européennes, puis le budget et enfin l'intérieur. Par ailleurs, vous connaissant personnellement depuis longtemps, j'apprécie pleinement votre fidélité constante à l'éthique et aux valeurs républicaines, ces valeurs souvent issues du radicalisme. Vous étiez donc déjà l'un des principaux ministres de l'équipe précédente et il convient de juger celle-ci concrètement sur son action, sur son bilan. Même si elle n'a pu réussir dans tous les domaines, l'action gouvernementale qui a été menée depuis 2012 a plusieurs avancées positives à son actif. D'abord, le redressement des comptes publics qui était particulièrement nécessaire. En mai 2012, le déficit public atteignait 5,2% du PIB. Il sera de 3,3% en 2016. Au plan budgétaire, on mentionnera aussi les réductions successives de l'impôt sur le revenu pour les contribuables des classes modestes et moyennes. Au plan des avancées sociales, on notera la généralisation du tiers payant pour garantir à chacun le droit à la santé et l'égal accès aux soins. De même, la complémentaire santé vaut désormais pour tous les salariés. Enfin, le compte personnel d'activité constitue une innovation majeure. Par ailleurs, l'éducation nationale, qui avait été délaissée, est redevenue une priorité fondamentale pour mieux assurer l'avenir des jeunes. 60 000 postes supplémentaires, vous le rappeliez, auront été budgétés de 2012 à 2017, conformément à l'engagement pris par le Président de la République. De même, la formation initiale des enseignants, qui avait été abandonnée, a été rétablie. Ce quinquennat aura eu la volonté constante d'agir pour la jeunesse, avec la création de 300 000 emplois d'avenir pour faciliter l'insertion des jeunes dans l'emploi, avec aussi la garantie jeunes pour ceux qui sont les plus précaires. Action pour les jeunes, mais action aussi, bien sûr, pour les femmes, avec la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui apporte à celles-ci de nouvelles garanties dans leur vie personnelle et professionnelle. Enfin, plusieurs lois ont été votées, plusieurs mesures ont été prises pour assurer la sécurité, en particulier contre la menace terroriste, avec un très net renforcement des effectifs de police et de gendarmerie. Au plan international, la France a mené une politique active. Au plan militaire, elle mène plusieurs opérations extérieures contre les mouvements terroristes. Tout cela est important et tout cela doit être rappelé. Mais reconnaissons-le, le chômage reste à un niveau élevé, même s'il diminue depuis le début de cette année. Depuis janvier, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a baissé de 101 000, soit le recul le plus important depuis 2008. En particulier, le chômage des jeunes a baissé de 8,2% sur un an. Dans la période récente, l'économie française s'est remise à créer des emplois. Ainsi, 210 000 postes ont été ouverts dans le secteur privé ces 18 derniers mois. Outre le niveau du chômage qui reste élevé, je noterai deux points qui peuvent être regrettés, mais dont vous ne portez pas la responsabilité. D'une part, la version initiale de la loi travail comportait des dispositions réduisant les droits des salariés, à commencer par le plafonnement finalement abandonné des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. D'autre part, un réel malaise a été créé par le projet de déchéance de la nationalité pour les binationaux. Ce projet était perçu comme une discrimination entre deux catégories de Français, alors que l'article 1er de la Constitution dispose au contraire « La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine ». Le chef de l'État a reconnu récemment qu'il y avait là une erreur. Il a bien fait de le reconnaître avec franchise.
Monsieur le Premier ministre, face à ce bilan, l'opposition présente un tout autre projet. Ce programme pourrait peut-être se résumer par la formule toujours moins. Moins pour la justice fiscale, moins pour la protection sociale, moins pour les services publics. On connaît le projet fiscal, supprimer l'ISF, mais en revanche augmenter de 2 points la TVA, taxe très inéquitable, puisqu'elle frappe ses redevables sans prendre aucunement leurs ressources en considération. Au plan social, ce programme entend abroger les 35 heures, reporter de 3 ans l'âge du départ à la retraite, voire modifier les règles de l'assurance maladie, comme cela, en tout cas, avait été indiqué initialement. Au plan de l'entreprise, il s'agit de faciliter les modalités de rupture du contrat de travail et de relever les seuils sociaux. Enfin, on prévoit de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, sans jamais dire d'ailleurs dans quel secteur, et cela au moment où la France manque d'enseignants, d'infirmières ou de policiers, et alors que les services publics désertent déjà les territoires ruraux et les banlieues. D'ailleurs, Alain Juppé lui-même l'a déclaré le 21 novembre, entre les 2 tours de la primaire, ce programme est d'une très grande brutalité sociale. Supprimer 500 000 emplois de fonctionnaires, porter la durée du travail dans la fonction publique dès 2017 à 39 heures, augmenter la TVA de 16 milliards d'euros sont des mesures d'une certaine brutalité dont certaines ne sont pas applicables. On ne saurait mieux dire. Alain Juppé qualifie ce projet d'ultralibéral. Il s'inscrit en effet dans la lignée Thatcher-Cameron, à la différence de Theresa May, nouveau Premier ministre britannique, qui vient d'annoncer les mesures de soutien pour les ménages modestes, ainsi qu'une politique d'augmentation du SMIC. En fait, le programme de l'opposition semble avoir pour objectif de revenir en arrière, de rétablir le passé. Par ailleurs, à l'extrême droite, que je ne confonds évidemment pas avec la droite républicaine, un tout autre parti défend une sorte de national-populisme analogue à celui qui se développe en Autriche, en Hongrie, en Pologne et même aux Pays-Bas et en Italie. Il le fait dans un contexte de crise économique, d'anxiété collective, dont il entend tirer profit, comme parfois dans notre histoire, et en particulier dans les années 30. Ce parti extrême invoque le nationalisme, mais en réalité, sous sa forme xénophobe. Sous cet angle, Romain Gary, combattant de la France libre, disait ceci: « Le patriotisme, c'est d'abord l'amour des siens, le nationalisme, c'est d'abord la haine des autres. » Pour ce parti, l'ennemi numéro 1, c'est l'Europe, dénoncée, décriée. L'objectif, c'est de rétablir les frontières entre les peuples de l'Union européenne. C'est le repli sur soi dans une France refermée sur elle-même. Au plan intérieur, tous les ressorts de la démagogie sont utilisés, le recours aux préjugés, le choix de l'intolérance, le rejet de l'autre, la stigmatisation de telle minorité ou de telle confession. Alors, de ce côté-là, ce qui sera en jeu, ce sera la République elle-même, la République avec ses valeurs fondamentales, qui s'appellent égalité des droits, laïcité, fraternité. D'abord, l'égalité et le respect de tous. Le Code pénal interdit toute discrimination fondée sur l'origine ou la religion. Il sanctionne l'injure raciale. Il réprime la provocation à la haine et à la violence. Face à la montée du racisme, le projet de loi Égalité et citoyenneté aggrave les peines prévues pour ces infractions afin de les rendre désormais plus dissuasives. Surtout, il faut que les procureurs engagent davantage de poursuites, alors que certains semblent peu réactifs, voire passifs, face à ce type de délit. Il revient donc à la Chancellerie d'adresser au parquet une nouvelle instruction de politique générale, plus directive, pour rappeler l'indispensable fermeté contre ces infractions. Désormais, pour le ministère public, la règle doit être simple: moins d'indulgence, plus de vigilance. Chacun doit être respecté, considéré, chacun doit être traité sur un pied d'égalité, en refusant évidemment de distinguer nos concitoyens selon l'origine, la couleur ou la religion. Autre valeur fondamentale à préserver, la laïcité, que vous qualifiez très justement de joyau de la République. La République laïque respecte toutes les croyances, mais elle n'en reconnaît aucune
comme le souligne la loi de séparation des Églises de l'État de 1905. Cette neutralité de l'État entre les confessions permet à tous de vivre ensemble, par-delà les diverses appartenances religieuses qui doivent concerner essentiellement la sphère privée. De Paul Bert à Jean Zay, les radicaux ont toujours été fondamentalement attachés à l'école publique et laïque, à l'école de la République, celle qui remplit une mission essentielle, accueillir sur les mêmes bancs tous les élèves, quelle que soit leur origine, leur confession, leur conviction. Cette école est le creuset même de la France républicaine. Elle est l'un des principaux facteurs de son unité. La laïcité réunit et rassemble, elle fédère, elle renforce la cohésion nationale. Au contraire, le communautarisme risquerait de conduire à une république éclatée, à une république fragmentée en groupes distincts et séparés les uns des autres, dont chacun vivrait replié sur lui-même. En revanche, la laïcité, c'est la tolérance, l'échange, le dialogue entre tous, c'est l'esprit de concorde, c'est la conscience commune d'un destin commun. Autre valeur essentielle et complémentaire, la fraternité. Mais celle-ci serait un mot abstrait si on ne luttait pas activement contre la pauvreté. Certes, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, il existe un plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté pour la période 2013-2017, mais je pense qu'il sera renforcé car la situation des personnes concernées reste particulièrement difficile. Dans notre pays, 5e puissance économique mondiale, plus de 8 800 000 personnes, soit 14,3% de la population, vivent sous le seuil de pauvreté. Parmi elles, on compte 2 700 000 enfants, soit un enfant sur 5 et 1 sur 2 en zone urbaine sensible. Le degré de civilisation d'une société se mesure en fait à la protection qu'elle accorde à ses membres les plus vulnérables, parmi lesquels se trouvent les enfants. Agir pour l'enfance pauvre est donc un impératif éthique essentiel pour une nation comme la nôtre. D'ici à mai 2017, le temps est évidemment compté. Il reste 145 jours. Mais nous connaissons votre détermination, votre volonté d'agir et de préparer l'avenir. Il s'agit de continuer à bâtir une France plus juste et plus humaine, une France qui protège, une France qui soit main tendue et espoir partagé. C'est tout l'enjeu de 2017. Il s'appelle Concorde et Solidarité. Merci, Monsieur Schwarzenberg.